évidemment, là, je fais attention à ce que vous me dites, et j'espère être au bon diapason d'attention. Mais, si vous me parlez de vos problèmes en analyse, je peux à la limite m'évader et à un moment donné capter quelque chose que vous me dites, que j'écoute un peu à moitié, et ça capte, par exemple, avec la mort de ma maman. Et là, peut-être que ça peut me venir des sentiments X, d'accord, qui appartiennent à qui? Ils m'appartiennent à moi. Mais ces sentiments qui m'appartiennent à moi vis-à-vis de cet événement de perte, c'est vous qui les avez un peu poussés, ou c'est vous en moi qui les avez poussés, parce que j'ai bien accepté d'ouvrir la porte. C'est ça. C'est ça. Et que donc, en faisant comme ça, ces sentiments de choses que je ressens en moi souvenir viennent de moi, mais ont été ramenés à la conscience par vous. Par passion, oui. C'est ça. Et là... C'est là qu'on grandit aussi. Ouais. Et là, on se dit, ah, mais donc, ce que je ressens ici, peut-être qu'elle le ressent aussi. Il y a un truc là, peut-être qu'il y a un double jeu, vous voyez? Très bien, mais c'est une autre sphère, en fait. C'est ça. Quand on dit être présent absolument dans l'instant, oui. C'est aussi savoir être présent, mais sur... je mets le terme dimension, mais c'est parce que vraiment, j'en ai pas d'autre. Ouais. C'est qu'il y a assez de langage non verbal, en fait. Et je pense qu'il y a cette sphère qui se crée entre deux personnes qui discutent, même si on a une qui analyse et l'autre qui se livre, il y a quand même cette sphère des idées qui entrent en communion, quoi. C'est ça. Ouais. Et donc, et en fait, il faut être assez, ouvert d'esprit pour se laisser flotter dans cette ère qu'on crée à deux, et pas simplement dans les mots qu'on utilise, parce que bon, c'est vrai que dans les mots qu'on utilise, c'est pas pour moi, la linguistique c'est génial parce que ça nous permet de communiquer et d'avoir des mots précis et des concepts, mais il y a plein de mécanismes qui font que parfois quand on veut s'exprimer, on n'exprime pas tout ce qu'on voudrait exprimer, et les mots parfois sont une barrière. Et donc oui, c'est ça, c'est très important d'être assez connecté pour pouvoir capter cette chose qui va peut-être débloquer et faire avancer la thérapie de 10 pas. C'est ça. Et c'est cette connexion-là, parce qu'il y a la connexion entre l'association libre du patient, on lui propose de parler comme il veut, de parler même pas comme il veut, mais comme ça vient. Et sans faire attention à un discours organisé, ce qui est un peu dangereux parce que la personne peut avoir peur de dire certaines choses, justement. Donc, mais on la pousse à ça. Et à ça répond quoi? Une attention flottante. Une attention flottante de psychanalyste, qui n'est pas d'écouter exactement tout ce que, un peu comme quand on prend des notes à l'école ou à l'université, de tout ce que le prof dit, quoi. Vous voyez? Oui. Et en plus, même en prenant pour moi, il y a d'autres idées qui seraient... Exactement. Donc l'idée, c'est justement de laisser la porte ouverte à ces idées-là. Et c'est comme ça qu'il peut y avoir parfois même des rêves jumelés. Oui. Et parfois, vous pouvez rêver de quelque chose que votre patient rêve en même temps. La même chose. D'accord. Cet échange d'idées, mais c'est... Ou que votre patient peut rêver de certaines choses que vous vivez. Mais il ne le sait pas. C'est Jung qui parle de ça, de l'inconscient collectif, qui flotte au-dessus de nos têtes. C'est très symbolique, mais en même temps pas tellement, quoi. C'est comme une boîte à idées qui se consomme. Nos idées ne sont pas vraiment les miennes. Mes idées ne sont pas vraiment les miennes, finalement. Et s'il y a une bonne connexion entre deux interlocuteurs, on peut penser à la même chose en même temps. C'est ça. Et l'exploiter. Comme dans les couples qui s'aiment, parfois ils n'ont pas besoin de communiquer. Parfois ils disent la même chose, parfois ils vont faire la même chose, parfois ils comprennent la position de l'autre. Voilà. Bon. Donc le public sur lequel vous intervenez en général, c'est... Alors, comme j'ai dit, allez-y, je vous laisse terminer la question. Oui, non, c'est des adultes, et est-ce qu'ils ont des grosses pathologies, ou alors vous prenez qui veut? Oui, les tout venants.
Mais comme je dis, il y a une sélection que vous ne contrôlez pas volontairement. Hein, les gens qui viennent à vous. Oui. Les gens qui viennent à moi ou les gens qui viennent, qui restent ou qui ne restent pas. Oui. Oui, voilà. Et vous avez demandé pourquoi certains ne restent pas, parce qu'il n'y a pas la connexion à cet endroit-là. Pourquoi d'autres restent et parfois même aussi longtemps, alors que leurs problèmes sont déjà résolus, hein, et qui peuvent rester très très longtemps. Hein. J'ai eu quelques patients qui sont restés 17, 18, 20 ans. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que ils ont attendu 17, 18 ou 20 ans pour résoudre leurs problèmes. C'est qu'ils l'avaient résolu déjà il y a longtemps, mais qui continuent à venir pour, cette fois-ci, non pas les côtés thérapeutiques de la chose, mais les côtés proprement analytiques du truc. Oui. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, qui vient c'est ouvert. C'est tout. Évidemment qu'on est un peu spécialisé aussi par les études qu'on fait, par les recherches qu'on mène. Donc, je fais plus mes recherches en les états maniaco-dépressifs, mélancolie anxieuse, les états même dépressifs, non psychotiques, et des troubles donc de l'alimentation, du sommeil. Mais aussi, j'ai fait toute une recherche sur l'amour, sur la relation au couple, sur la sexualité, etc. Donc, j'ai reçu aussi quelquefois des couples. Oui, de temps en temps, ça m'arrive de recevoir des couples. Et je ne travaille pas avec des enfants et pas avec des adolescents non plus. Mais parfois, ça m'est arrivé de recevoir des jeunes de 17, 18, 19 ans. Il y en a plein. 21, 22, ça c'est une population qui, ces dernières années, vient souvent mais solliciter. C'est d'eux-mêmes. Ah oui, d'eux-mêmes. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Puis des problèmes aussi au travail. Hein, donc évidemment, ça cache d'autres choses, mais des questions comme ça. Ou alors, tout ce qui a rapport aussi avec les suicides, parce que j'ai travaillé aussi sur ces questions-là partant de la PND, donc je me suis intéressé au suicide, donc j'ai publié aussi un livre sur les suicides, c'est-à-dire toute l'époque, la période qui précède un passage à l'acte suicidaire, non pas la décision, mais c'est entre la décision et l'acte lui-même qui peut se passer beaucoup de temps. Donc voilà. Il y a des gens qui ont eu un parent qui s'est suicidé, ou un conjoint qui s'est suicidé, ou qui risque de le faire, ou un enfant qui s'est suicidé aussi. Voilà, des choses comme ça. Donc des personnes qui ont des problèmes de ce type, donc du travail, donc de couple, vis-à-vis de l'amour, de la sexualité, de l'alimentation, des états maniaco-dépressifs, etc. D'accord. Alors, une journée type de travail, vous commencez très tôt, finissez très tard. Ça s'arrête jamais, en fait. Et ça pourrait ne pas s'arrêter, mais en général, j'essaie de ne pas travailler les week-ends. Et même si je travaille presque tout le temps, hein, c'est que comme je ne fais pas que de recevoir des patients, je fais aussi, j'adore enseigner et j'enseigne à l'université, mais j'ai vu les limitations, les limites de l'université. La dernière université où j'enseignais, c'était à Nanterre, à Paris 10. Oui. Ça me prenait 1 heure pour y aller et 1 heure pour rentrer. Et j'ai présenté quelques cours et à un moment donné, j'avais tellement de patients ici que je ne pouvais pas avoir les deux, mais je continuais à enseigner quand même à Paris 10, jusqu'au moment où, quelque part aussi, on m'a presque sollicité pour citer tel auteur ou tel auteur. Ah non, ça je ne supporte pas. Je peux citer même des gens avec qui je ne suis pas d'accord, évidemment, bien sûr, au contraire, pour pouvoir même les critiquer, c'est mieux de connaître la personne que vous allez critiquer, pas la personne, mais le travail, le travail, voilà. Et donc, mais pas qu'on m'oblige presque à citer un tel. Je ne suis pas là pour faire la promotion de, voyez. Et donc, et vis-à-vis des concepts aussi, presque, il fallait apporter très peu d'originalité et dire à peu près ce qui est convenable de dire. Ça ne va pas avec moi, comme vous avez dit sur la hiérarchie. Si j'ai décidé, quand j'avais 13 ans, hein,
devenais psychanalyste, c'était pour ne pas avoir de hiérarchie au-dessus de moi. Et je ne suis pas très doué pour travailler en équipe non plus, en groupe. Un groupe ici et maintenant, non, mais un groupe élargi à distance, oui, ça je peux. D'accord, oui. Mais pas dans une équipe de soignants qui auraient trop d'avis différents. Ouais, on peut discuter ça, oui, pour discuter en équipe, sur ça, oui, ça j'ai beaucoup fait ça. J'ai travaillé dans 2 institutions à Paris, qui demandaient des psys en libéral, et on travaillait avec des adolescents des 16 à 21 ans, de l'ADAS, de l'aide sociale à l'enfance, et qui venaient en cabinet ici, et nous on faisait des réunions aussi avec les autres psys, avec superviseurs, etc. Pendant des années, j'ai fait ça. Et donc il y avait beaucoup d'échanges, mais aussi beaucoup de tensions. Oui, j'imagine. Mais après, je pense que toucher à plusieurs disciplines, ce que j'aime bien dans ce métier, en fait, c'est qu'on n'a jamais fini de se réinventer. On peut se spécialiser, mais si on a un poste qui se libère avec des adolescents qui sont déficients ou autres, bah, ça nous permet aussi de se former sur d'autres axes de la psychologie, et c'est ce que je trouve intéressant. Et même travailler en équipe, il y a souvent une question qui revient, mais c'est le fait de travailler en équipe aussi, ça évite d'être seul complètement. Et est-ce que vous la ressentez, vous, cette solitude Non, ça me va très bien, ça me va très bien, c'est-à-dire que... Il faut pouvoir être OK avec la solitude, en fait. Oui, parce que moi, comme je disais, j'aime beaucoup enseigner, mais je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de l'université pour enseigner. Oui. Et c'est pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube pour véhiculer des vidéos. Et j'ai 2 blogs et que j'organise. Et puis j'ai fait beaucoup de publications. Et j'ai créé une petite maison d'édition aussi. Donc je suis en train de travailler sur un projet d'un livre collectif qui va apparaître dans quelques temps. Et avec des collègues, donc, mais on travaille à distance. Ouais. Mais bon, voilà, c'est ça, les projets en amont fait qu'on se sent jamais vraiment seul. En fait. Ah non, mais bien sûr. Mais j'ai pas de problème de me sentir seul. C'est-à-dire que je n'ai pas une solitude subie. C'est que ça fait partie. On peut pas être sculpteur et détester la solitude. Si vous êtes sculpteur, vous restez dans votre atelier et ça vous plaît. Et vous mettez de la musique, ou vous achetez un chausson aux pommes, et vous faites un thé, et puis vous passez toute l'après-midi parce que ça vous plaît. Oui, c'est la passion. C'est ça. C'est la passion. Donc oui, je fais ça, et je reste à mon atelier, je fais ça. Donc je ne commence pas très tôt le matin, non, je suis désolé, non. Non, mais je suis complètement contre Moi aussi. Le matin très tôt. Ça va pas. Par contre, je reçois mes patients jusqu'à 21h. Ouais. Voilà. C'est ça. Et comme la journée type, je reçois mes patients et j'habite au même endroit, donc dans le même appartement où j'ai 2 entrées différentes. Et donc, il n'y a pas tellement de perte de temps, si vous voulez. C'est pour ça que ça me donne du temps pour pouvoir faire mes recherches aussi. Oui. Voilà. Oui. Et donc tout ça, ce serait les aspects bénéfiques du métier, selon vous. Oui. C'est qu'on peut être polyvalent, qu'on puisse avoir plusieurs projets en même temps,